Bonjour à tous, je suis Nathalie Layani, la présidente du Forum pour l'investissement responsable. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur comment le CAC 40 répond aux questions des investisseurs. C'est la troisième année consécutive que nous menons ce questionnaire auprès des entreprises du CAC 40, ce qui nous permet, comme vous allez le voir, d'avoir un suivi de la façon dont elles répondent aux principales questions des investisseurs sur les sujets ESG. Et donc, je tiens vraiment à remercier toutes les entreprises qui se sont prêtées à cet exercice. Nous savons à quel point les entreprises cotées sont sollicitées pour répondre aux questions des investisseurs responsables, à quel point elles sont sollicitées sur les reportings de façon générale. Mais voilà, nous espérons que ce questionnaire qui est publié chaque année par le FIR permet aux investisseurs responsables de mieux justement analyser les entreprises sur la base de critères qui ont été précisés cette année et que donc cet exercice facilitera la vie des uns et des autres. Je précise aussi que, mais ça va être expliqué par Marie et les autres membres du panel, que en termes de méthodologie, nous n'avons pas choisi de classer les entreprises, qu'il ne s'agit pas de stigmatiser une entreprise ou une autre, mais de bien donner à voir aux investisseurs comment les zones répondent à des questions précises en matière de climat, de biodiversité, de salaire décent, sur tout un tas de sujets qui sont regardés de très près par les investisseurs et qui, cette année, intègrent aussi des indicateurs qui émergent dans les réglementations et notamment dans l'article 29 de la loi énergie-climat. Voilà, je ne veux pas être plus longue et donc, Marie, je te passe la parole pour expliquer comment ce webinaire va se dérouler. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à tous, merci d'être connectés aujourd'hui. Donc je vous explique simplement le déroulé, effectivement le programme de ce webinaire qui va durer un peu plus d'une heure. Donc on commencera par un rappel du contexte avec Caroline Lemot qui est présidente de la commission engagement du FIR. Puis Martial Cosette, qui est le copilote de l'étude, présentera à la fois les éléments méthodologiques et une rétrospective sur les 3 dernières années, du coup nos 3 dernières années d'études. Puis on rentrera ensuite dans une analyse question par question avec une présentation par niveau de questions, en commençant par les questions qui ont le niveau le plus satisfaisant, avec un niveau globalement satisfaisant, puis les questions avec une note moyenne, mais en progrès, et enfin les questions où on attend encore de forts progrès. Et enfin, on aura un regard critique apporté par Viviane de Beaufort, qui est professeure et chercheur à l'ESSEC, qui donnera son avis sur les limites, les points d'amélioration et les avantages de cette campagne. Et pour finir, une petite session de questions-réponses de 10-15 minutes où alors, on vous invite à poser l'ensemble de vos questions à nos intervenants et sentez-vous libre aussi de poser ces questions au fur et à mesure du webinaire et on y répondra à la fin. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Caroline pour nous présenter le contexte de l'étude. Bonjour à tous. Donc, pour le contexte, déjà, cet exercice est un exercice qui demande aux entreprises de clarifier ce qu'elles font. Donc, on est bien dans de l'information donnée aux investisseurs et pas dans une évaluation exactement de ce qu'elles font. Donc, c'est aussi important de garder ça en mémoire dans l'exercice que l'on fait, parce que parfois, dans les réponses, celles qui ont pris le temps de bien expliquer peuvent être bien notées et donc c'est pas une évaluation absolue de ce qu'elles font, mais par rapport à ce qu'elles nous ont communiqué. Donc ça, c'est important. L'autre point important, donc c'est la 3e année, comme ça a été dit. Cette année, on a essayé de reconcentrer, de repréciser. Les questions sont plus précises. Elles permettent à la fois de communiquer aux émetteurs les enjeux qui sont importants pour nous. Donc, alors évidemment, il y a les enjeux climatiques et on verra après que les entreprises commencent à être assez habituées à répondre
sur cet angle-là. On a voulu aussi insister fortement sur les enjeux de biodiversité avec 2 questions plus ou moins autour de ça. Et pour insister sur le fait que ce sont des enjeux importants, qu'il faut que les émetteurs prennent ces sujets et y répondre de façon meilleure que ce qu'ils font aujourd'hui. Ensuite, il y a tout l'aspect social qui est aussi très important pour nous. Et notamment, comme l'a dit Nathalie, les enjeux de salaire décent, qui est un enjeu qui a été discuté au sein du FIR depuis de nombreuses années. Malheureusement, comme vous le verrez, ce n'est pas la question sur laquelle les émetteurs du CAC 40 ont le mieux répondu. Et pourtant, c'est un enjeu essentiel pour les différentes transitions que nous devons connaître. Et ensuite, il y avait tout un pilier autour d'une vision élargie de la gouvernance, en reprenant notamment des questions que l'on a travaillées au sein du FIR depuis plusieurs années, notamment la responsabilité fiscale, qui est un point très important pour le FIR et ses membres. Il y a aussi tout ce qui est lié au devoir de vigilance, puisque c'est des enjeux qui sont de plus en plus importants également pour le FIR. Donc, l'objectif premier, communiquer aux émetteurs les sujets à enjeu. Deuxième enjeu également, c'est cette comparaison de là où en sont les entreprises, en tout cas dans leur communication. Et enfin, pouvoir aussi communiquer aux autres investisseurs les enjeux importants, la façon dont on regarde et les questions qui nous semblent pertinentes. Voilà, et Martial, je te laisse la parole. Merci Caroline. Alors, quelques mots très rapides sur la méthodologie, aussi des traits de contexte également. Tout d'abord, pour rappel, en 2020, donc c'est la 3e année, en 2022 que le FIR menait cette campagne de questions écrites au niveau des assemblées générales. En 2020, je rappelle qu'il y avait 12 questions qui avaient été envoyées aux entreprises du CAC 40, en 2021, 13 et en 2022, 10. Alors, l'idée, c'est que dans l'avenir, on reste à un niveau relativement raisonnable de questions. Pour mémoire, et pour donner un petit peu aussi les éléments de contexte, dans 26 assemblées générales de 2022, 311 questions ont été posées par d'autres actionnaires investisseurs, donc ce qui montre aussi que c'est un enjeu qui devient, ce dialogue actionnarial qui devient extrêmement important en France et dans d'autres pays. Pour la première fois, 39 entreprises seulement ont répondu aux questions du FIR. Je crois que c'est important de le noter parce que nous souhaitons quand même que le dialogue actionnarial soit quelque chose qui soit considéré comme positif par l'ensemble des émetteurs. Alors, les moyennes présentées qu'on voit ici à l'écran ne sont pas tout à fait pro forma, d'une part parce que le CAC 40 a un petit peu évolué entre les 2 années, enfin entre 2020 et 2022, pas beaucoup, mais un petit peu. Et puis également les questions, il y a des questions qui sont sorties, des questions qui sont rentrées, des questions qui ont été retravaillées. Donc, c'est pas exactement pro forma. On voit une progression, ce qui est aussi indiqué entre l'année 1 et l'année 2, qui est plus forte qu'entre l'année 2 et l'année 3 en termes de moyenne. Ça se comprend parce que l'année en 2020, il y avait peut-être l'effet de surprise qui en 2021 s'était un petit peu évacué. Donc, on voit forcément une progression plus importante les premières années d'exercice. Le volume de réponse, c'est ce qu'on a recueilli en matière de réponses de la part des entreprises a fortement augmenté. Alors, je tiens à préciser que c'est pas l'essentiel, ce qui compte surtout, c'est la précision des réponses par rapport aux questions qui ont été posées. Mais en même temps, c'est intéressant de voir qu'en 2020, ça représentait 115 pages de réponses, en 2021, 307 pages, en 2022, 410 pages. Donc, c'est un exercice de la part des entreprises qui est relativement important. Les questions qui ont plus contribué à la progression entre 2020 et 2022. Question, alors ça c'est sur, non on ne voit pas, on verra sur la diapo tout à l'heure. La question numéro 2 sur la biodiversité, qui a surtout progressé entre 2020 et 2021. Alors je pense qu'on en reparlera plus tard, c'est quand même un thème relativement important, Caroline l'a dit également, et qui mérite encore de progresser. La question numéro 4,
les critères ESG dans les rémunérations. Cette question a aussi été un petit peu transformée entre 2020 et 2022, puisque au départ, on parlait plutôt d'intéressement. Donc, on a une progression qui se poursuit, et surtout qui a été assez notable entre 2021 et 2022. La question numéro 5, organisation, on passe peut-être la diapo d'avant. Non, ça va. Ouais, non, c'était bon, excusez-moi. La question numéro 5 sur l'organisation du travail. Alors, cette année, ça a beaucoup été focalisé, on va dire, sur ce qu'on appelle maintenant communément le travail hybride. En 2020, on parlait plutôt de manière générale sur l'organisation du travail. C'est peut-être un peu, les entreprises ont peut-être été un petit peu surprises par la question. Et en fait, la question numéro 10, alors il y a une forte progression, vous voyez, ça traite de l'implication des IRP dans le plan de vigilance. Alors, la forte progression est un petit peu, ne montre pas d'une certaine manière notre déception parce qu'on partait de très, très, très bas. Sur la diapositive suivante, vous sont présentées ici les entreprises qui ont plus progressé, les entreprises qui ont moins progressé. Comme je l'indiquais tout à l'heure, le panel de questions entre 2020, 2021 et 2022, là en l'occurrence, on a la comparaison entre 2020 et 2022, n'est pas si facile que ça à établir. Alors, on peut quand même retirer un certain nombre d'enseignements. Tout d'abord, lorsqu'on constate un recul ou des pauses de la manière de répondre des entreprises, on s'aperçoit que, eh bien, tout simplement parce que d'une année sur l'autre, parfois des questions à peu près identiques, voire identiques, Caroline parlait tout à l'heure de salaire décent, eh bien, les analystes ont été un petit peu plus sévères. Donc, sur la question sur les salaires décents, on l'avait d'ailleurs présenté en préambule en disant, ben voilà, en 2021, nous n'avions pas été très satisfaits, on repose la question 2022. Deuxième point, d'une année sur l'autre, les questions sont plus précises et exigent donc des réponses plus précises. Tous les émetteurs n'ont pas forcément saisi l'opportunité justement d'augmenter leur niveau de précision par rapport à ces questions. Donc, c'est le cas, par exemple, pour la question numéro 1 qui touche le sujet des CAPEX et son alignement par rapport à l'accord de Paris. La question numéro 7, par rapport à l'épargne salariale et les critères ESG dans la rémunération. La question numéro 5 sur les modes d'organisation, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, après la première année Covid, on s'est aperçu quand même qu'il y a beaucoup de transformations au niveau de l'organisation du travail au sein des entreprises. Donc là, les entreprises pouvaient être plus précises, mais toutes ne l'ont pas été. Et puis, la question numéro 3, sur les ressources naturelles, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne se sont pas forcément senties concernées parce que ce n'était pas au cœur de leur activité, mais par contre, si on allait voir en amont ou en aval par rapport à leurs clients, ça pouvait l'être. Donc, voilà pour l'essentiel de ces éléments qui montrent quels sont les facteurs qui ont permis de voir un certain nombre de progrès ou quelles sont, entre guillemets, les occasions, le cas échéant, manquées. Merci Martial. Donc, on va un peu passer aux questions. Alors déjà, les questions avec un niveau globalement satisfaisant, ça veut dire quoi globalement satisfaisant? Ça veut dire que suivant la méthodologie utilisée par les analystes, que je remercie au passage parce que beaucoup d'analystes de différentes maisons de la place ont participé à cet exercice très important. C'est ceux qui ont au-dessus de la moitié des points. Donc, ça montre que le sujet est pris en compte dans la communication de ces entreprises. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils arrivent au niveau qu'on préférerait voir, mais au moins, les entreprises communiquent mieux sur ce sujet-là. Et quelque part, on peut estimer qu'elles commencent leur chemin sur ces questions. Le premier, avec le niveau le plus élevé, est sur la question d'avoir des critères liés à l'ESG dans la rémunération. Donc ça, c'est des choses qui, évidemment, sont de plus en plus prises en compte par les émetteurs. La vraie question, et c'est ce sur quoi ont aussi porté l'analyse, c'est la qualité de ces critères et comment ils sont alignés
avec la stratégie long terme et moyen terme de l'entreprise et comment ils permettent un alignement des intérêts entre le management des entreprises et les investisseurs. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique que l'on a analysé ceci. Ce qu'on peut retenir, c'est que même s'il y a un progrès que nous saluons, il y a aussi des zones sur lesquelles, dans le futur, les émetteurs pourraient s'améliorer. C'est notamment à être beaucoup plus précis sur la façon, les critères qu'ils prennent en compte et au moins sur la communication sur ces critères et notamment sur permettre aux investisseurs de comprendre comment ces critères sont corrélés aux objectifs à atteindre. Et souvent, en fait, le flou, on suppose que chez les émetteurs, c'est précis, mais la façon dont sont communiqués ne permet pas à un investisseur extérieur à la situation de bien comprendre si les intérêts sont alignés. Donc voilà. On peut passer à la question suivante, qui est aussi une question importante, qui est la question numéro 1, qui est liée notamment sur tous les enjeux climatiques et plus précisément sur les investissements des entreprises et leur alignement avec les objectifs de Paris. Donc, évidemment, sur les accords de Paris, on est sur du well below 2 degrés avec objectif d'aller vers 1,5. Donc, on remarque que si dans cette question, le côté positif, c'est que maintenant, l'ensemble pratiquement des émetteurs prennent vraiment en compte les objectifs climatiques, même dans les secteurs qui sont moins en jeu. La raison pour laquelle nous sommes seulement à 1,82, c'est aussi parce que la notation a fait la différence entre les émetteurs qui sont sur des objectifs plutôt alignés well below 2 degrés et ceux qui seraient 1,5. Donc ça, c'est un choix que nous avons fait. Par ailleurs, il y a en fait pour l'instant, autant les entreprises parlent de la taxonomie européenne et comment leurs CAPEX peuvent être en ligne ou en éligibles en fonction de la taxonomie européenne. C'est encore quelque chose de non commun d'avoir une démonstration de l'alignement de leur stratégie d'investissement avec des objectifs 1,5. Donc, c'est une question qui s'est améliorée par rapport à l'année dernière. Pour autant, il y a encore des choses à améliorer pour le futur. Et on pense que c'est aussi le côté positif, c'est que quand même, il y a un mouvement. Et au fur et à mesure, je pense qu'avec la connaissance qui avance, nous aurons de meilleurs résultats. Certaines entreprises ont quand même noté avoir des intentions d'améliorer le travail sur l'alignement. Et je pense que c'est vraiment ça sur les années qui viennent. C'est sur ces éléments-là que les investisseurs seront de plus en plus exigeants. Sur la question 3, qui est plus liée à alors si on veut dire sur l'économie circulaire et l'utilisation des ressources, donc il y a des réponses qui sont, on va dire, moyennes. Les entreprises commencent, notamment pour celles qui sont les plus exposées, à évaluer l'impact de la raréfaction de ces ressources. Pour autant, ça reste quand même des réponses qui restent, on est plus encore dans l'évaluation du risque pour l'instant. Peu arrivent à mettre une évaluation financière derrière ces risques. C'est quelque chose qu'on aimerait voir un moment aller au-delà de l'évaluation des expositions et plus vers réellement une évaluation financière des risques
et une évaluation de comment on peut transformer les modèles d'affaires vers des modèles d'affaires plus circulaires. Voilà, je pense que je peux laisser la place à Martial pour les questions suivantes. Alors, les deux diapositives qui vont suivre, donc comme l'indique celle-ci, les questions dont le niveau reste moyen. Sous-entendu, on a constaté quand même qu'il y avait un certain nombre de choses qui s'étaient améliorées, mais bon voilà, ça reste moyen. Alors, la question 5 qu'on a intitulée télétravail, comme j'ai indiqué tout à l'heure, entre 2020 et 2022, alors je rappelle la question 2020. En 2020, comme je disais tout à l'heure, la question était peut-être moins précise. La question c'était comment votre société prépare-t-elle ses salariés aux transitions du 21e siècle qui bouleversent votre industrie? On a focalisé cette année sur le travail à distance, sur ce que maintenant on appelle le travail hybride. Alors, cette question d'organisation du travail est quand même relativement importante puisque il n'y a pas que la Covid qui incite à la transformation des modes de management, mais un certain nombre d'autres facteurs. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que 3 critères ont été... donc là, il faut passer sur la question 5. Donc le libellé de la question 5, vous le revoyez à l'écran. Donc 3 critères ont orienté les analystes dans leur travail. Le premier, quels sont pour les entreprises des enseignements qui ont pu être tirés des années récentes? Deuxième critère d'évaluation, quelles sont les stratégies qui découlent de cette observation et notamment de quelle manière ça s'est concrétisé au niveau du dialogue social. Et troisième critère, c'est la question de l'étendue. C'est-à-dire quels sont les métiers qui ont été impactés, sur lesquels un certain nombre de travaux ont été réalisés en interne, et puis également l'étendue géographique. Très rapidement, donc les analyses ont déterminé que 4 entreprises simplement cochaient tous les éléments que je viens d'indiquer, que 3 entreprises n'en ont coché aucune de ces 3 cases, que 9 sociétés dépeignent de façon complète, on va dire, leur approche qui était considérée comme complet dans l'espace qui était dévolu à cet exercice de questions-réponses. Donc 9 sociétés simplement, et notamment focalisées sur le travail hybride. 11 sociétés mettent en perspective un dialogue social qualifié de correct, mais simplement 6 ont fait part d'échanges réguliers et ou d'accord avec les partenaires sociaux. Alors, ce point est relativement important parce que quand on parle du travail, évidemment, on va parler des représentants du personnel. Et en même temps, sur la question relative au travail à distance, dont on parle depuis très longtemps, mais qui se met en place simplement récemment, bien entendu, un certain nombre d'autres aspects dans les relations internes se mettent en place. Et pour 15 sociétés, il était considéré que la stratégie RH était assez claire, avec notamment quelques informations sur les programmes. Alors, on a pas mal, au niveau des réponses, je disais tout à l'heure qu'il y a 410 pages, alors je crois que les réponses des entreprises sont déjà disponibles, vont bientôt l'être, pas loin, et on vous invite quand même à aller consulter ces réponses parce qu'il y a pas mal de bonnes idées, et notamment justement sur les pratiques qui ont été mises en place. Alors, juste d'un point de vue statistique, nombre de jours de télétravail en moyenne, c'est 2. Donc, parmi les entreprises qui ont été sollicitées, les 40. Peu d'entreprises soulignent formellement l'importance de maintenir le lien social et l'esprit d'équipe. C'est peut-être un oubli parce qu'on sent quand même que c'est une préoccupation en interne des entreprises. Néanmoins, on imagine que ce n'est pas aussi facile que ça à mettre en œuvre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse avoir un certain nombre de retours sur ce plan-là et que 2 sociétés proposent, bon an, mal an, des compensations, quelque chose qui ressemble à des compensations pour le personnel qui ne serait pas éligible à cette question de télétravail, de travail à distance. Voilà. Alors, ce qui concerne le périmètre géographique dont je parlais tout à l'heure parmi les critères, on reste toujours un petit peu déçu parce qu'on imagine bien que pour ce genre de sujet, comme pour d'autres, les situations, que ce soit en Égypte, en Pologne, en Colombie ou en France ou en Allemagne, ne sont pas forcément les mêmes et donc c'est peut-être déchirer aussi les réglementations. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir plus d'informations sur ce plan-là. En ce qui concerne la question numéro 9, c'est le lobbying responsable. Alors, le lobbying responsable,
ou le lobbying tout court, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à décrire, à expliquer, et on en a bien conscience. Alors, en 2020, on n'avait pas abordé ce sujet. En 2021, on l'a abordé. La moyenne était de 1,31. La moyenne, vous voyez au tableau, sur l'écran, c'est de 1,49. Ce qu'on a constaté, en tout cas, vous voyez, au niveau de la question, on parle de charte. Donc, charte, c'est un élément écrit, c'est un engagement, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, c'est quand même un engagement de la part de l'entreprise. On parle d'associations professionnelles, ça c'est une préoccupation très importante de la part des investisseurs, de la part des parties prenantes des sociétés. C'est relativement nébuleux, mais vous savez qu'on en parle de plus en plus, quand ça se passe au niveau des associations professionnelles auxquelles appartiennent les sociétés qui sont interrogées. D'intérêt général, c'est pas forcément non plus une notion qui est facile à décrire, mais enfin, c'est relativement important, c'est un petit peu ce qu'il y a en toile de fond de la RSE, et puis des moyens humains et financiers, parce que vous savez aussi que dans les controverses qui touchent ce sujet-là, de nombreuses ONG, par exemple, disent, mais écoutez, tout le monde a effectivement le droit d'émettre son avis, mais seulement il y a quand même une différence entre les moyens dont disposent un certain nombre d'entreprises et nos moyens à nous. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir effectivement un certain nombre d'informations un petit peu quantifiées sur ce sujet-là. Donc voilà, alors au niveau des éléments, il y a aussi des aspects qui ont été pris en compte au niveau de différentes réglementations, notamment en France, dans l'Union européenne, aux États-Unis, un petit peu plus, il y a un peu plus longtemps. Donc, quand on parle des questions d'associations professionnelles, on parle de l'influence directe ou indirecte. C'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui se passe au niveau des associations professionnelles? C'est pas toujours aussi simple que ça. Il y a quand même comment est-ce qu'on aboutit à un consensus? Comment est-ce que les consensus sont éventuellement orientés vers un niveau plus qui va davantage vers l'intérêt général? L'intérêt général, justement, dans la vie réelle, on sait bien qu'il y a toujours aussi des différences, hein, des différences d'avis, des différences, des controverses, des dilemmes à résoudre. Et puis, la dimension internationale, je reviens sur cette question-là, mis à part la France, éventuellement l'Union européenne et le cas échéant les USA, on parle très peu des autres marchés. C'est quand même une question importante qui avait d'ailleurs été notée en 2021. Les autres marchés, il y a une seule société qui parle de la Chine, il y en a 0 qui parle de l'Inde, et il y a aussi d'autres marchés importants, l'Indonésie, etc. Bon, bref, le Brésil. Et enfin, je voudrais dire que sur la question de l'exhaustivité, c'est quelque chose qui me paraît important parce qu'on s'aperçoit qu'il est assez courant que des sociétés vont parler de leur travail d'influence, d'information, de lobby sur les questions climatiques pour aller dans la bonne direction. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres sujets qui soient non évoqués. Et donc, c'est important d'avoir cette impression que tous les sujets abordés par une entreprise, il n'y en a aucun qui a été caché. Alors, juste en termes de résultats, au niveau de l'analyse, charte sur le lobbying, c'est quand même, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le minimum. 6 sociétés n'en ont pas fait mention et 3 n'en ont pas. Un quart, donc ça fait déjà un quart des sociétés. Un quart seulement disent ne pas appartenir à des associations professionnelles allant, à leur connaissance, à l'encontre de l'intérêt général, donc c'est relativement difficile, on l'a dit tout à l'heure, à aborder, mais en même temps, voilà, on voudrait avoir un petit peu plus de certitude. Et enfin, 12 sociétés simplement vont évoquer ce que j'indiquais tout à l'heure, qui est aussi important pour les investisseurs, les moyens dont ils disposent pour faire leur travail de représentation d'intérêt sur les différents marchés où ils se trouvent. Merci beaucoup, Martial. Alors, moi, j'ai la lourde tâche de vous indiquer quels sont les sujets sur lesquels il reste encore d'importants progrès à faire, ceux pour lesquels le CAC 40 est en fait mal noté dans notre questionnaire, en dessous de la moyenne. Alors, on a identifié d'abord la question de la biodiversité, sujet sur lequel quand même des progrès visiblement sur les réponses ont été constatés par rapport aux réponses que nous avons eues en 2020. Ça s'explique aussi par la montée en puissance de ces sujets dans les négociations internationales et dans la réglementation. Mais il reste que les réponses sont un peu moins bonnes que ce que nous avons eu en 2021 et on a surtout détecté des problématiques, mais qui reposent beaucoup sur le manque de méthodologie encore facilement disponible pour les entreprises, sur les enjeux d'évaluation des niveaux de dépendance à la biodiversité, donc sur les 5 pressions, on va dire, de biodiversité.
Et puis, l'évaluation aussi des niveaux de dépenses globales qui sont opérés par les entreprises dans ces domaines, qui sont certes très vastes et sur lesquels on a encore un petit peu de mal à identifier exactement quel est le champ qui rentre dans ce qui est attendu en matière de mesure des risques et de mesure des dépenses effectuées. Mais on a bon espoir qu'en 2023, donc, les entités vont pouvoir progresser sur ces sujets puisque, encore une fois, la méthodologie, les données vont beaucoup évoluer dans un contexte où on a désormais un accord international en matière de biodiversité. Je vous invite d'ailleurs à lire l'excellente publication du FIR sur les questions liées à la biodiversité qui a été mise à jour il y a quelques semaines. Deuxième sujet, c'est celui, donc c'est la question 6, c'est celui du salaire décent, où là on stagne depuis 2020 pour une raison principale qui est que les entreprises du CAC 40 ont encore du mal à définir correctement ce qu'est le salaire décent. Pour certaines, elles nous répondent un peu à côté, c'est-à-dire sur les salaires minimaux ou sur la réalisation d'études comparatives qu'elles font pour vérifier que leurs collaborateurs sont bien payés au niveau du marché. Et le salaire décent, c'est pas ça, c'est plutôt quel est le salaire nécessaire à une vie décente, en fait. Donc, quel est le salaire nécessaire pour répondre aux besoins essentiels, en fait, d'un habitant d'un pays donné. Si je résume beaucoup. Et donc, sur ce sujet, on estime que là, il y a des progrès faciles à faire et que, en tout cas, c'est quand même un enjeu dans le contexte actuel important. Et Martial l'a rappelé, on a posé la même question que l'année dernière, mais on a été un peu plus sévère dans la notation. Donc, seulement 14 entreprises donnent une définition satisfaisante du salaire décent. C'est quand même plus 7 par rapport à 2021. Et si on en vient à la question 8 sur la responsabilité fiscale, qui n'est pas toujours incluse dans le champ de l'ESG, alors que c'est bien du G, enfin pour certaines entreprises. Alors là, il faut comprendre que d'abord, notre évaluation diffère de celle de l'année dernière. L'année dernière, on cherchait à voir s'il y avait d'abord conformité avec la GRI 207. Donc avec la réglementation sur le sujet. Cette année, on a voulu aller un peu plus loin et donc regarder comment les entreprises du CAC 40 incluaient ou non ces enjeux au travers d'une charte sur la fiscalité, sur la responsabilité fiscale, mais aussi d'un rapport de responsabilité fiscale, incluant des éléments sur la transparence en matière de paiement de l'impôt pays par pays. Et ça fait écho nouvelles exigences qui ont émergé cette année sur une imposition, une imposition à minimum de 15% dans les pays d'implantation de l'entreprise. On a aussi essayé de regarder la gouvernance de la responsabilité fiscale de l'entreprise et l'intégration dans sa stratégie de développement durable de ces sujets. Alors, 22 entreprises déclarent disposer d'une charte de responsabilité fiscale, mais le niveau d'information ne nous paraît pas assez granulaire et détaillé. Il est très variable d'une entreprise à l'autre. Et beaucoup se contentent encore d'aborder le sujet sous l'angle de la conformité uniquement. C'est le minimum requis, mais pas encore comme un sujet vraiment de responsabilité. Voilà, mais il faut quand même noter que 6 entreprises obtiennent 2 étoiles et une 3 étoiles sur cette question, et c'est Total Énergie, vous la voyez s'afficher là. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Viviane qui va nous donner son regard sur tous ces éléments et même son regard critique sur la façon aussi dont on a mené notre enquête. Merci Viviane. Bonjour à tout le monde, je suis vraiment ravie de participer à cette initiative. Oui, regard critique, mais je précise que le mot critique en France est toujours vu de manière négative. Donc, je vais m'empresser dans un premier temps de dire tout le bien que je pense, sincèrement, de l'initiative de questionnement du Forum pour l'investissement responsable. D'abord, la démarche depuis 2020
l'idée de le continuer, de le perpétuer pour pouvoir faire des comparaisons et voir s'il y a amélioration, parce que c'est le principe même d'un dialogue actionnarial et d'un engagement. Le mot même de campagne d'engagement me parle beaucoup. Je trouve qu'il résume exactement la posture du FIR, alors même que dans le contexte actuel, on a par ailleurs, et parfois de manière très utile, hein, d'autres types d'acteurs comme des ONG qui sont plutôt dans la vindicte. Après, il est normal aussi de lancer l'alerte, de protester, voilà, de vérifier. Mais c'est vrai que le Forum pour l'investissement responsable a toujours été voilà, dans une démarche extrêmement constructive. Au passage, Nathalie, tu évoquais le rapport réactualisé sur la biodiversité. Je crois qu'il est extrêmement intéressant de préciser à tous ceux qui vous écoutent et nous écoutent maintenant qu'au-delà de cette campagne de questionnement, il y a aussi pour formaliser quelque part, formuler ce que pourraient être les bonnes pratiques sur tel ou tel sujet. Donc, vous l'avez fait, je ne vais pas être exhaustive, mais on a quelque chose sur les pratiques fiscales, quelque chose sur la biodiversité, quelque chose qui se rapproche du salaire décent. C'est-à-dire que vous essayez aussi de guider en étant parfaitement conscient du fait qu'il y a des champs entiers où comprendre même le questionnement, se situer en tant qu'entreprise, être capable d'expliquer ce qu'on fait et surtout, enfin je l'espère, être capable de l'améliorer, pas seulement l'explication, mais aussi la stratégie, c'est quand même le cœur de notre sujet, de notre démarche. Donc d'abord, un grand satisfait site et qui explique pourquoi, m'étant intéressé de l'extérieur au FIR, je suis de plus en plus fan. Voilà, et je propose ma petite valeur ajoutée d'expert. Cependant, un propos critique, ça suppose de s'interroger sur peut-être j'ai pris trois grands axes qu'on retrouve ici dans la slide, mais que je vais mélanger allègrement. Marie va me détester, mais elle sait que je fais toujours ça. On a une slide qui permet quand même de cadrer les choses. Moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut améliorer les réponses ? Comment est-ce que nous, on peut améliorer notre questionnement ? Et puis plus globalement, ça sera mon propos de conclusion, ouverture rapidement, comment est-ce qu'on peut tenter de s'assurer, ou au moins de vérifier, qu'au-delà des réponses qui peuvent être de plus en plus sophistiquées, pédagogiques, et c'est déjà notre objectif, ce questionnement a une véritable influence sur la stratégie des grands groupes du CAC 40. Donc, je travaille sur limite axe d'amélioration de la slide, vous l'avez bien compris. Sur les réponses, des travaux qu'on a menés au Centre européen de droit et économie de l'ESSEC permettent de proposer quelques éléments. Alors, l'amélioration des questions, elle a été menée depuis 3 ans et j'imagine qu'on va la continuer. Il y a des travaux en permanence en interne au FIR pour tirer leçon voilà, de la manière dont on questionne. Parce que quand on a une bonne question, on a plus facilement de bonnes réponses. Plus on est clair dans ce qu'on attend, moins une entreprise peut dire « je n'ai pas compris, donc je réponds à côté ». Bref, c'est important aussi. Améliorer les réponses, donc contenu, lisibilité, cohérence. J'ai 3 propositions. Une, c'est de mentionner à la fin de toute réponse la localisation des éléments de réponse officiels qui sont faits dans les rapports annuels. Alors pourquoi ? Les rapports annuels ressemblent à des bibles désormais, et je trouve assez intéressant lorsqu'on doit chercher
une corrélation qui est souhaitable, voire requise, que ça soit plus facile pour les analystes ou pour toute personne qui s'intéresse à la réponse, dont je suis, de pouvoir aller vérifier qu'il y a effectivement une cohérence, voire une corrélation absolue. La réponse à la question du FIR étant censée être plus lisible, plus pédagogique, parce que c'est lié. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir voilà, mention, page temps, rapport. Ça facilite l'exercice. Le deuxième élément, je vais le dire vite, mais c'est pour moi essentiel. On en a souvent parlé et on en est tous d'accord. Et je crois qu'il faut chercher le moyen de l'exiger. C'est que la qualité des réponses, on l'a identifié, dépend aussi de qui a répondu dans l'entreprise. Et on ne le sait pas toujours. Est-ce que c'est un exercice qui a été plutôt piloté, on va dire, par la communication financière, par les responsables de relations investisseurs, par la RSE? L'idéal serait que l'ensemble de ce petit monde travaille en commun et qu'à un moment donné, il y ait un arbitrage, une validation au plus haut niveau de la direction, c'est-à-dire au niveau du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Et ça, je le dis vite, mais je pense que ça sera peut-être, en tout cas je l'espère, pour 2023, un élément important du propos du FIR. Voilà, parce que cela relève maintenant de la stratégie fondamentale de tous les grands groupes et donc ça doit être traité, au moins validé, vérifié par les conseils d'administration et pas au niveau N-1. Ensuite, très rapidement, voilà, une hypothèse avait été faite. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on a les moyens de le faire sur une éventuelle segmentation sectorielle? Pourquoi? Parce que les problématiques ne sont pas les mêmes selon l'exposition internationale des grands groupes. On a parlé, Nathalie, de la Chine, voilà, de l'Inde. On peut parler de l'Amérique latine. Les questions ne sont pas les mêmes. La question climat n'est pas la même, voilà, selon le secteur. Et donc, ça pourrait être intéressant maintenant qu'on a ce matériau, ce background, au-delà de l'exercice à réitérer, d'essayer de faire aussi un classement sectoriel. Voilà, c'est une hypothèse. Amélioration de la réponse versus influence de la stratégie. Donc, nous avons des réponses améliorées, oui, pour certaines, moyennement pour d'autres, un peu en dessous, voire en dessous de la moyenne, pour des questions pourtant importantes comme biodiversité, fiscalité, salaire décent et j'en passe. Qu'est-ce qui pourrait faire une différence? Je vous rappelle que mon propos est un propos un peu prospectif et d'ouverture pour ouvrir des pistes aux firmes, mais aussi aux entreprises. Dans les rares études qui ont été faites sur l'influence du questionnement ou de l'activisme actionnarial engagé sur les stratégies d'entreprise, on identifie quelques éléments assez généralistes, mais intéressants. Plus il y a un cadre normatif clair, je dis normatif parce que ce n'est pas forcément légal, ça peut être des normes professionnelles aussi, plus évidemment les entreprises peuvent avoir des réponses très précises et se rattacher à quelque chose. C'est pour ça qu'on va voir ce qui se passe en 2023, mais je suis persuadée qu'avec ces normes sur la biodiversité, plus ce que le FIR a proposé, on aura sans doute des réponses améliorées sur la biodiversité. Ça paraît logique, mais il faut le dire. Je prends un exemple tout bête. Tout ce qui relève maintenant de climat et de la question 1, qui était balbutiante au départ, plus on a un cadre normatif, accord de Paris, les normes de l'EFRAG, etc., plus l'entreprise peut se situer. Après, ça ne l'empêche pas d'avoir des bonnes pratiques et des meilleures pratiques, mais on a au moins de la compliance, c'est-à-dire au moins se conformer au cadre légal, puis après, on peut aller plus loin. Et c'est pour ça, tu le disais, Nathalie, que sur le salaire décent, comme il n'y a rien,
c'est effectivement très compliqué voilà, c'est balbutiant, c'est le périmètre mondial, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on doit intégrer, au-delà du salaire financier, des avantages? Est-ce que ça relève juste du siège ou du pays principal, c'est-à-dire la France, ou est-ce que ça doit aller plus loin? Est-ce que c'est les filiales ou est-ce que c'est aussi toute la chaîne d'approvisionnement avec les sous-traitants en lien avec le devoir de vigilance, ce qui est ma position et qui est une position la plus exigeante, mais on peut comprendre que l'entreprise n'aille pas jusque-là. Ben, on voit bien que plus il y a des normes et plus l'entreprise est cadrée. Le deuxième élément, il est moins clair, c'est la question des controverses. On a identifié, mais je pense que ça vaut la peine de lancer un travail là-dessus, et je vais peut-être commencer avec des étudiants de l'ESSEC parce que ça m'amuse. Quand une entreprise a eu des controverses passées ou a des controverses, et dans controverses, je mets aussi pas seulement le name and shame des ONG, mais voilà, des médias qui ont peut-être repris les choses, et puis les contentieux, comme contentieux climat ou contentieux devoir de vigilance, ben, l'entreprise essaye de travailler sur sa réputation. Donc, elle va sans doute faire un effort particulier pour vous répondre. Donc ça peut être intéressant. Et le troisième élément, qui est également très difficile à mesurer et qui suppose un suivi des communications corporate, médias et réseaux sociaux, essentiellement du dirigeant ou de la dirigeante, ben, c'est l'engagement personnel du dirigeant. Voilà. Et donc, je trouve que alors ces pistes-là, comment dire, ne sont pas des pistes que le FIR doit traiter. Vous imaginez, c'est huge, hein. Mais ça me paraît intéressant pour des chercheurs, puisque là, j'ai ma posture de chercheur, donc je leur envoie un défi. Voilà. Cherchons donc sur ces éléments-là pour essayer d'aider le FIR à se situer et à avoir des clés de lecture plus fines sur la qualité des réponses, mais aussi la qualité des stratégies de nos grands groupes. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Viviane. Je crois qu'il y a des questions. Alors, si Grégoire, tu peux les lire. C'est pas vrai. Alors, si Justine, peut-être. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, mais en tout cas, j'invite notamment les entreprises répondantes peut-être à réagir, nous donner leur avis sur la façon dont elles ont vécu le questionnaire et nous dire sur les sujets sur lesquels notamment on attend des progrès, quelles ont été les difficultés qu'elles ont rencontrées, comment elles estiment qu'on peut améliorer les choses. On voit les questions, cependant. Il y a une question sur le télétravail, le fait que le CAC 40 est plutôt avancé. Moi, j'aurais envie de dire que maintenant, d'abord, il y a un cadre légal et après, il y a des pratiques d'entreprise. La vraie question là, elle est sur le management du télétravail, c'est-à-dire toute cette difficulté de gérer une équipe à distance sans rompre le lien, en permettant quand même aux gens de profiter de ces possibilités. Donc, on est sur une question purement RH, me semble-t-il. Voilà, et je me tais après. Alors, je vais le faire si vous voulez. Donc, Maya Avier nous demande est-ce que vous prévoyez d'aligner votre référentiel sur une partie des standards ESRS et de la CSRD à venir? Est-ce que vous le faites déjà? J'ai envie de dire qu'on s'en inspire, mais que pour l'instant, ces standards ne sont pas stabilisés. En tout cas, on pourra les prendre en compte. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans l'équipe veut répondre à ça. Oui, je confirme ce que tu dis. On attend que ça soit finalisé, mais effectivement, ça peut être une bonne source d'inspiration. Et au moins s'aligner avec ce que demande la CSRD. Et pour répondre à la question sur la question 1, en fait, pour plus de détails, je vous invite à lire le rapport qui doit être déjà ou va être bientôt sur le site du FIR. Parce que déjà là, sur chaque question, entreprise par entreprise, vous aurez le nombre d'étoiles. Donc ça, c'est important. Et aussi,
vous verrez, en tout cas je donne mon avis personnel, que l'analyse, et notamment, je remercie les analystes sur la question 1, est très fine, et notamment l'analyse est faite secteur par secteur, avec des distinctions des enjeux secteur par secteur. Donc pour toutes les questions un peu plus précises, je vous invite vraiment à vous reporter sur ce rapport qui est de très bonne qualité, très bonne qualité. C'est juste pour compléter ce que dit Caroline, c'est le cas pour la question 1 et la question 2. On a une analyse sectorielle. Donc sur la question alignement des investissements avec l'accord de Paris et la biodiversité également. Parce que c'est ce qui me semble le plus pertinent. Alors, on a une question importante de méthodologie de Florence Wennel, pardon si je prononce mal, qui est de l'agence France Presse. Comment ont travaillé les analystes qui ont noté les réponses et est-ce que ce travail était bénévole? Alors, totalement bénévole. Donc, c'est les membres du FIR, c'est des analystes qui travaillent pour certains membres du FIR, qui de façon alors, je ne sais pas si c'est bénévole, mais en fait, les membres du FIR se proposent de participer au dépouillement des questionnaires. Donc, plusieurs analystes venant de différents membres décident de travailler pour chaque question. Donc, c'est un groupe par question. Donc, voilà. Donc, et on essaie d'être représentatif. Voilà, je précise que c'est donc avec un regard d'investisseurs responsables, ce sont des analyses des investisseurs membres du FIR, et que ce sont des professionnels qui, en fait, dont la profession est d'analyser justement les reportings et les réponses des entreprises cotées pour orienter les investissements de leur entreprise, donc de leur investisseur ou de leur société de gestion, afin qu'elle puisse être réellement responsable. Vous avez juste à la fin vous aurez à la fin toute fin de la publication en annexe les noms des analystes participants avec leur organisation. Voilà, donc on fait ça en toute transparence, bien sûr. Alors, il y a une autre question aussi de méthodologie. Est-ce que toutes les entreprises du CAC 40 ont été sollicitées? Voilà. Est-ce qu'elles se sont vraiment toutes prêtées à l'exercice ou pas? Bah, il y en a 39 sur 40. Voilà, toutes les sociétés qui ont été sollicitées, il y en a 39 qui ont répondu et une qui n'a pas répondu. Je ne sais pas, je donne... C'est précisé dans le rapport. Et donc, si c'est public, tu peux y aller. Hein. C'est Eurofins Scientifique, voilà. Alors, c'était la première année de la société aussi, donc on pense que la deuxième année, il y aura des progrès. Je peux ajouter quelque chose à propos de cette entreprise? Vous m'entendez? Oui. Oui, ce n'est pas pour l'excuser, mais il s'avère que voilà, l'une des Women Board Ready de cette année, dans un de mes programmes, fait partie de la boîte et a un poste important. Et je lui ai demandé comment ça se faisait. Je lui ai même, comme je sensibilise beaucoup et je parle du FIR pendant le programme, je lui ai dit que voilà, ça me paraissait invraisemblable. Elle m'a expliqué qu'effectivement, ils étaient pour le moment une trop petite équipe sur ces questions-là, mais que c'est quelque chose dont elle avait notamment, elle, pris la mesure. Comme ça, je sers au moins à quelque chose, tout petit quelque chose. Et qu'elle allait parler au patron pour qu'il y ait moyen de répondre, parce qu'elle avait bien pris conscience du fait que c'était un peu compliqué quand même de continuer dans cette posture. Donc, on a tout à espérer. Voilà. C'est en ligne avec la première année, donc 2020, comme Martial mentionnait, la première année de l'exercice. Les entreprises avaient eu des qualités de réponse en retrait. Je pense que la première année où on reçoit les questions, c'est toujours un peu plus complexe pour reprendre la mesure de cet exercice. Et précisons aussi que l'exercice des questions-réponses, et notamment des questions par écrit, est une spécificité du droit français. Donc, c'est quelque chose dont il faut se féliciter parce que ça, effectivement, ça améliore le dialogue actionnarial. Eurofins Scientifique a son siège social au Luxembourg, donc n'est pas sujet tout à fait au même droit, même pas du tout, en ce qui concerne cet exercice-là. Il y en a d'autres qui ont bien compris que ça fait partie des avantages dont peut tirer une entreprise, justement dans sa relation avec les actionnaires et les investisseurs, de se prêter à quelque chose qui n'est pas forcément inscrit dans le droit national.
Sachant que comme nous essayons de poser des questions qui soient des questions d'intérêt, enfin, qui intéressent l'ensemble des investisseurs responsables, c'est aussi des questions qu'elles peuvent facilement réutiliser, enfin la réponse qu'elles peuvent facilement réutiliser avec d'autres investisseurs. Voilà. Voilà, c'est important de le mentionner parce qu'il y a souvent des sujets de bande passante et de disponibilité pour répondre à ces multiples questionnaires. On essaie vraiment de cibler nos questions sur les questions sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse dans les rapports, dans tout ce qui est publié par les entreprises. Et puis, c'est aussi un moyen, évidemment, de les sensibiliser à des sujets qui nous paraissent essentiels. Et surtout, notre objectif, c'est de mutualiser les réponses. Donc vraiment, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. C'est de faire en sorte qu'elles ne soient pas réinterrogées sur les mêmes sujets par d'autres investisseurs. Voilà. On ne multiplie pas les questionnaires. Alors, il y a une autre question aussi d'Emmanuel Rigaudias sur est-ce que nous envisageons d'étendre le champ de notre enquête à d'autres entreprises en dehors du CAC 40 ? Je peux commencer à répondre. Vas-y, Marie. Alors, ça a été envisagé, effectivement, mais pour le moment, au regard des moyens dont on dispose, on a préféré rester sur ce périmètre et plutôt travailler sur la personnalisation des questions et la précision des questions. Et après, on a aussi pris en compte qu'on mène en parallèle des campagnes thématiques où là, on a un périmètre qui peut être plus large, comme le SBF 120 pour l'économie circulaire. Ok. N'hésitez pas à prendre la parole, peut-être, non ? On pose les questions qui sont arrivées, mais... Juste pour rebondir sur la remarque de Viviane, et qui est reprise à plusieurs reprises, je vois dans les questions qui sont posées, qui concernent la question du suivi. Il n'y a pas que le FIR qui est là. Donc, pourquoi les éléments, les informations sont publiques? C'est justement pour que chacun puisse s'en saisir et puis, à son niveau, que ce soit en face à face ou que ce soit de manière un petit peu plus collective, rebondir sur un certain nombre de questions et de réponses qui ont été apportées dans le cadre de cet exercice. Voilà, donc c'est quelque chose qui est parfaitement ouvert. Après, si les résultats des dialogues bilatéraux qui peuvent s'établir sont remontés au FIR, ben c'est tant mieux. Ça permet toujours d'aller plus loin, d'enrichir les réponses et a fortiori les questions de l'épisode suivant. Ouais, alors Lise souligne sur les questions relatives au climat et à l'alignement 1,5 degré, on peut quand même relever que celles qui ont 3 étoiles ne sont pas forcément les entreprises qui ont le plus d'enjeux sur le sujet climat. Enfin, c'est comme ça que je comprends ta remarque, Lise. Voilà, enfin moi je retiens aussi que sur ce sujet ultra documenté, sur lequel tous les investisseurs passent beaucoup de temps en dialogue actionnarial, on est quand même, enfin le résultat est quand même encore assez étonnant. Après l'analyse donc c'est pour ça que je vous enjoins quand même de lire l'analyse qui a été faite et qui est dans le rapport, parce qu'en lisant l'analyse, on voit quand même que sur les secteurs en jeu, les analystes ont été par définition assez exigeants sur leur notation. Ce qui peut expliquer aussi que les valeurs du CAC 40 ayant le plus d'enjeux et des notes, ce n'est pas les meilleures notées, les mieux notées. Et c'est de toute façon une question sur où les analystes ont voulu garder une certaine exigence, ce qui explique aussi que, comme on sait tous que notre économie n'est pas encore sur un scénario 1.5, que malgré tout, la note combinée, enfin les notes soient voilà, là où elles en sont, c'est un choix d'exigence aussi. Ouais, merci Caroline de le préciser. C'est aussi l'exigence du FIR, c'est-à-dire qu'on cherche à faire en sorte que les entreprises émettrices que nous finançons aient des stratégies d'alignement sur un scénario 1,5 degré couvrant les 3 scopes. C'est quand même ce qui est porté par tous les experts de l'investissement responsable. Et donc, voilà, quand on dit exigeant, on dit ça en fait, un alignement 1,5 degré sur les 3 scopes. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ?
Alors, on avait un spectateur qui a levé la main. Il s'agit de Maël Lagadec. Donc, on va lui donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation. C'était très intéressant, surtout de voir les progrès et l'évolution depuis ces 3 dernières années. Une des remarques précédentes m'a fait penser à une question sur les assemblées générales et les résolutions. Est-ce que vous avez, enfin notamment les investisseurs et membres du FIR qui sont impliqués dans cette démarche, est-ce que vous avez identifié un lien entre l'évolution des réponses et éventuellement les taux de soutien à certaines résolutions qui auraient pu être déposées en lien avec certains sujets sur les réponses? Est-ce que vous voyez que les choses progressent à ce niveau-là? Et en gros, est-ce que les questions et les réponses obtenues viennent nourrir aussi la démarche de résolution? Le problème du dépôt de résolution en France, je pense que c'est un problème auquel le FIR, qui est très discuté au sein des investisseurs responsables, et notamment au FIR. Je pense qu'on va avoir du mal à faire une corrélation entre les réponses de cet exercice et les résolutions déposées, au vu des manques de résolutions déposées. En fait, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'au-delà du fait, parce que l'engagement, ce n'est pas juste le vote en assemblée, ce n'est pas juste les questions, même si c'est très utile, ce n'est pas juste les résolutions déposées. C'est un ensemble de choses qui aussi se passent dans l'année entre nos membres et les entreprises. Ce qu'on peut voir quand même, l'amélioration sur certaines questions, moi, me semble la conséquence du fait que les émetteurs sont interrogés de nombreuses fois par leurs investisseurs sur un certain nombre de sujets et donc doivent, d'une part, améliorer leur communication sur ce sujet pour être plus précis et d'autre part, faire plus. Parce que ce n'est pas juste de mieux communiquer, c'est aussi bien. Donc, je pense que l'amélioration est liée à ça. Et on se doit de continuer à discuter avec les émetteurs pour que, effectivement, comme le disait Nathalie, on arrive à un moment à ce que les émetteurs puissent avoir des stratégies qui soient alignées avec un scénario, si possible, 1.5, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, c'est la dynamique qui est intéressante, qui nous permettra collectivement d'aboutir à cet objectif, si on peut y arriver. C'est bien chaque année, en améliorant, qu'on y arrivera. Et l'objectif, c'est pour ça que chaque année, on refait le même exercice. C'est pour ça que chacun des membres du FIR a sa propre stratégie en dehors de cet exercice collaboratif. C'est parce que c'est en discutant de ces sujets année après année que les émetteurs arrivent à s'améliorer et à mieux prendre en compte les sujets. Je ne sais pas si ça répond, Maël, à vos questions. Si, merci beaucoup d'expliquer un petit peu tout le contexte. Effectivement, je comprends tout à fait les logiques sous-jacentes. Merci beaucoup. Il faut bien voir que Martial l'a un peu évoqué, mais les enjeux juridiques, le cadre juridique en France est très différent du cadre juridique dans d'autres pays. Donc, on peut le regretter et par exemple, le FIR a certaines initiatives pour discuter de ça. En attendant, avec le cadre qui nous est donné, c'est vrai que les questions en AG sont une force du cadre juridique français. Le dépôt de résolution n'est pas une force du cadre juridique français. Voilà, on optimise avec le cadre qui est le nôtre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des stratégies différentes d'un pays à l'autre. Je peux me permettre, j'ai été coupée, je suis revenue sur l'iPhone comme je pouvais. Juste dire à propos du cadre juridique, on a des évolutions importantes là au niveau de l'Union européenne qui permettent d'espérer. Alors, tant sur le devoir de vigilance, qui est en cours de finalisation, même s'il y a beaucoup de lobbying, pour le coup, sur le sujet, et notamment un positionnement là, de tout le patronat au sens large qui est sorti il y a peu de temps,
que Nathalie Layani a dû voir passer d'ailleurs. Et puis les normes de l'EFRAG, voilà, ils ont produit vraiment beaucoup de choses là sur les sujets comme biodiversité. Donc on peut imaginer qu'il y ait, au-delà du cadre légal français qui est particulier, une harmonisation relativement importante, au moins sur les sujets de fond, sur les sujets participation, dépôt de résolution, droit de vote multiple, devoir du conseil d'administration de répondre aux questions avec le passage qualitatif, confidentialité ou pas. Il y a le haut comité juridique qui ces temps-ci produit des choses voilà, extrêmement interpellantes. Hein. C'est un peu poil à gratter que je trouve intéressante à suivre aussi et qui permettent peut-être au FIR d'identifier ce qui pourrait se passer dans les mois ou les années à venir pour ajuster les questions aussi. Il y a une question sur les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission liée au devoir de vigilance. Est-ce que tu peux répondre, Martial? Oui, et toi aussi, Marie, peut-être, parce que je crois qu'il y a un événement qui est prévu, d'ailleurs, sur cette question. Grand Prix. Ah oui, pardon. Oui, le Grand Prix. Donc, le Grand Prix, voilà, donc ça fait partie des choses. Alors, effectivement, cette question 10, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est une question quand même qui est relativement importante, hein, c'est-à-dire comment les partenaires sociaux sont impliqués sur cette question-là. Alors, pas seulement sur les questions sociales, mais ça peut être le cas de la question sociale. Alors, évaluer les moyens, la question est difficile à répondre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où vous avez, suite à cette technique dans une société de mise en œuvre du plan de vigilance, il doit fatalement y avoir des questions, du dialogue, des réponses, des observations qui sont faites de part et d'autre entre l'entreprise et ses parties prenantes. Et ça, on ne l'a pas tellement. D'où l'intérêt justement d'avoir, comme le stipule d'ailleurs la législation française, les IRP qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans le processus, et notamment sur les commentaires qu'ils peuvent avoir sur les résultats. Il y a quelques sociétés qui le font et qui même trouvent que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt important de justement travailler sur le terrain avec des organisations syndicales internationales ou avec les organisations sur place, parce que effectivement, quel meilleur lanceur d'alerte y a-t-il que justement ces partenaires sociaux. Juste, j'en profite pour aussi rebondir sur la dernière. Oui, vas-y. Sur ce point, donc il y a le FIR organise avec la société de conseil A2 Consulting le prix, effectivement, il remet un prix sur le meilleur plan de vigilance chaque année. Donc cette année, il va renouveler sa remise des prix d'ici quelques semaines. Et donc c'est le prix du meilleur plan de vigilance sur un périmètre CAC 40 également. Ça, je crois qu'on va voir bientôt la date. Oui, 31 janvier, la semaine prochaine. C'est 31, oui, c'est 31. Oui, une question qui pose les questions, enfin, qui parle du cadre juridique où on peut poser des questions en assemblée générale. Alors, je ne connais pas, moi, personnellement, les cadres juridiques. Je sais qu'un certain nombre de pays, ça se pratique. Hein, c'est souvent. D'ailleurs, la loi française ne dit pas vous devez répondre par écrit. Elle dit que vous pouvez répondre par écrit au niveau des sociétés. Il y a des pays, le Royaume-Uni, ça se passe régulièrement. En Allemagne également. Alors, quand on pose une question en Allemagne, ça peut durer 10 minutes à quart d'heure. Ça ne peut pas se passer comme ça en France, vous imaginez bien. Et puis, les réponses peuvent être aussi de la même longueur. Donc, ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant et effectivement qui crée un petit peu d'émulation. Oui, Viviane, je vois. Je vais ajouter quelque chose, oui, au niveau européen. Alors, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a quelles conditions pour poser une question. Donc, avoir une action égale pour capacité de poser une question écrite ou orale ou les deux. Après, il y a le problème pendant l'AG du temps consacré aux réponses à l'oral, avec, on le sait, malheureusement, en France, un temps qui n'est pas si important que ça, qui a relativement peu évolué, c'est à peu près 35 minutes en moyenne.
D'où le décalage vers la question écrite, parce que les entreprises ont davantage de temps pour répondre de manière étayée. Et puisque tu parlais de l'Allemagne, je voudrais quand même préciser pour qu'on voit qu'il y a du chemin à faire en France, pour peu qu'on ait envie de les imiter sur cet aspect-là. En fait, en Allemagne, tout le monde a le droit de poser des questions. Il n'y a pas le temps est passé, donc trop tard. On passe du temps et l'AG peut être poursuivi le lendemain si jamais il s'avère qu'on n'a pas réussi à traiter toutes les questions. Et là, je trouve qu'on est dans un exercice de dialogue actionnarial qui est quand même assez génial. Donc voilà le challenge. Alors, après, avec le petit caveat, parce que pour l'Allemagne, pour avoir le droit de poser les questions en AG, il faut démontrer qu'on est un investisseur et ce papier qu'il faut obtenir est assez complexe. Donc, voilà, il y a des plus et des moins dans chaque juridiction, mais dans certaines juridictions, avoir le droit de poser la question n'est pas souvent très simple. Donc, voilà. Et encore moins le dépôt de résolution. En France, là aussi, on a une marge de progrès. Voilà. Viviane, c'est très, très intéressant. Enfin, nous, on a eu des longs débats, notamment avec la FEP, sur les pratiques dans d'autres États membres européens. Ce serait très précieux si jamais toi et tes étudiants, vous avez la capacité à faire ce benchmark, qu'on puisse en disposer et qu'on puisse le publier. Mais voilà. Je vous donne du travail. Au niveau d'exercice, d'ailleurs, nous sommes confrontés au niveau de cet exercice de campagne de questions, puisqu'il y a 4 entreprises de CAC qui ne sont pas des entreprises ayant leur siège en France, 2 au Luxembourg et 2 aux Pays-Bas. Au Luxembourg, on a d'ailleurs eu un dialogue, Marie, directement avec Lakshmi Mittal, donc ça se passe avant l'Assemblée générale. Eurofins Scientifique, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est plus compliqué au niveau des sociétés néerlandaises, où là, et donc si tu peux, Viviane, mettre ça aussi dans ton petit agenda là-dessus. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué justement d'avoir. Enfin, ça se passe quand même, mais voilà, on n'a pas forcément le cadre qui est nécessaire. Alors, Lise Moret voudrait prendre la parole pour vous poser une question. Donc, je lui ai donné. Vous m'entendez? Oui. En fait, j'avais une remarque que j'ai aussi exprimée dans le chat. J'ai l'impression, alors après je peux me tromper, mais en regardant le rapport que les notes sont d'autant plus rouges qu'on se rapproche des questions de gouvernance et d'intention et de cohérence, en fait, d'une démarche RSE par rapport à des pratiques qui auraient des incidences négatives, je pense à l'évasion fiscale. Et du coup, je m'interroge parce que, donc effectivement, on voit qu'il y a un progrès global dans le dialogue, mais est-ce que il y a toujours il n'y aura pas toujours une difficulté à faire en sorte que ces sujets, notamment environnementaux et sociaux, remontent dans la stratégie et dans les choix stratégiques, et donc soient vraiment pris en charge par et donc se retrouvent dans des résultats de bonne gouvernance. Alors, c'est peut-être très macro ce que je dis, mais du coup, ça plaide pour ce que disait Viviane et ça plaide encore plus pour être capable de discuter de ces sujets-là en Assemblée générale parce que je crains, c'est peut-être à vous qui avez été à l'origine de ce questionnaire et aux analystes qui ont fait les échanges, de le confirmer, mais est-ce que quelque part, on n'est pas en train de donner une énième enquête aux entreprises qui doivent répondre par ailleurs à plein d'autres enquêtes, que si la gouvernance ne suit pas et si l'adhésion des top management ne suit pas, et en fait, le progrès, il est finalement un peu léger. Donc voilà, c'est plus une réflexion que j'ai qui amènerait donc du coup peut-être à avoir une autre question dans le prochain questionnaire qui serait seriez-vous prêt à discuter de ces sujets-là en Assemblée générale? À partir du moment où on pose une question sur ces sujets-là en AG, par définition, on discute au niveau des AG. Je pense que les 2 questions qui sont les plus où les entreprises n'ont pas avancé alors que c'est des sujets discutés au sein du FIR depuis quelques années, c'est sur la fiscalité et sur le salaire décent. Mais ça, je pense que c'est un sujet qui est plus de fond, sur lequel
on pourrait s'interroger, mais comme on l'a dit tous, sur faire des engagements ciblés sur ces sujets-là, parce que je pense qu'ils sont peut-être moins discutés. Je rappelle que sur la fiscalité, on avait fait un rapport en 2020, donc déjà une campagne, mais on voit que les sujets ne se sont pas améliorés depuis lors. Alors que les recommandations du FIR de l'époque ont été reprises dans les questions 2022. Donc, voilà. On va peut-être actualiser la boîte à outils sur ces sujets, sur salaire décent comme sur fiscalité, d'autant que sur fiscalité, encore une fois, la réglementation évolue beaucoup. La réglementation arrive. Donc, je pense que si on a des mauvaises réponses, c'est parce que les entreprises sont aussi démunies en termes de boîte à outils pour aller au-delà justement de la réglementation. Alors, je suis désolée, moi, je vais devoir vous quitter, mais je pense qu'on a eu une excellente discussion. On a bien aussi recensé toutes les questions qui sont arrivées sur la boucle, donc on prendra compte aussi des questions et des remarques qui ont été formulées. Ça va nous permettre aussi d'améliorer l'exercice pour l'année prochaine. Et, en tout cas, avec Caroline et l'équipe et Martial, on va continuer à réfléchir à la façon soit d'étendre le périmètre du questionnaire, soit d'évoluer vers d'autres questions, soit d'en préciser encore certaines. Et donc, sur ces questions, on vous retrouve tous dans un an, le rendez-vous est pris. Et merci aussi beaucoup à Viviane et à tous les acteurs qui ont participé à cette enquête du côté investisseur et du côté entreprise. Bonne journée et bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.